suis pas un juge. J'appelle en avant Jean-François Gosselin, directeur général de la CEDEC Montréal-Nord, et Véronique Poulette, agente de développement en revitalisation commerciale. Merci d'être présent. Une des dernières CEDEC à Montréal, après la restructuration des pôles de développement territorial et économique local. Donc, je pense que vous êtes CEDEC et tous ces PME pour la zone, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est Non. vraiment, vous n'avez pas le mandat PME, mais c'est vraiment, vous êtes resté CEDEC comme tel pour d'autres mandats. Pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Donc, oui, il y a quelques mémoires qui sont arrivés soit tard ou soit vont venir après. Donc, j'invite les commissaires, évidemment, à être à l'affût de ça pour pouvoir mieux peaufiner notre réflexion par la suite. Alors, comme je disais, une dizaine de minutes pour la présentation, M. Gosselin, puis ensuite l'échange. Donc, vous êtes notre dernier interlocuteur aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir et je vous remercie beaucoup de votre participation et d'avoir pris le temps de vous préoccuper de ça. Parfait. Bien, c'est moi je vous remercie de l'invitation aussi pour de venir vous rencontrer aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, on va vous présenter un extrait de certaines recommandations qui se retrouveront dans le mémoire. Malheureusement, avec le temps qui nous est imparti, puis les ressources disponibles, on n'a pas pu vous soumettre une première version. Ceci étant dit, vous allez retrouver à peu près une vingtaine de recommandations dans le mémoire, mais aujourd'hui, on ne va pas vous bombarder rapidement en essayant de vous faire avaler tout ça. On va y aller plutôt, on a 6 ou 7 recommandations là, qui sont pour nous un peu plus importantes ou un petit peu plus pertinentes. CEDEC Montréal-Nord, donc on travaille à Montréal-Nord. Bon, les CEDEC, comme M. Ryan le disait, il y en reste 3 à Montréal, donc la salle de la Chine qui est encore là, le regroupement économique du Sud-Ouest aussi et la CEDEC Montréal-Nord. Ceci étant dit, on a tous dû réorganiser nos activités. Pour ce qui est de la CEDEC de Montréal-Nord, la mission est demeurée la même. Cependant, le financement d'entreprise est parti vers PME-MTL dans la grande restructuration. Mais nous, on a une conception très large du développement économique, c'est-à-dire que notre objectif premier, c'est vraiment de répondre à des besoins socio-économiques qui sont identifiés par les gens qui demeurent sur le territoire de Montréal-Nord. Et on utilise le levier du développement économique pour répondre à ces besoins socio-économiques exprimés. Donc, on travaille beaucoup en mobilisation, concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ça a toujours été, ça continue. Donc, autant le milieu d'affaires que les milieux communautaires, que les milieux institutionnels. On a toujours été un acteur pivot. On demeure à ce niveau-là. Développement des compétences et de l'entrepreneuriat. On travaille beaucoup en revitalisation commerciale et industrielle, donc on est un petit peu ici aujourd'hui aussi pour vous témoigner de c'est quoi une revitalisation commerciale en territoire, disons, moins favorisé à Montréal, un petit peu plus excentré aussi. Donc on a 3 personnes qui travaillent en développement commercial sur les artères nord-montréalaises. Donc, on a quand même depuis plusieurs années là, une expertise là, qui a été développée à ce niveau-là. Au niveau de promotion, animation, représentation aussi des artères commerciales. Donc, au niveau du développement commercial, on est là. Souvent en amont, en fait, vous avez vu Mme Tessier qui est là au niveau de l'association des SDC. Il n'y a pas de société de développement commercial à Montréal-Nord. Par contre, l'objectif de la mobilisation, de la concertation, c'est aussi ça. C'est aussi de donner le goût aux commerçants sur des artères commerciales du collectif, du travail ensemble, de l'animation, mais dans une perspective plus globale pour que, ensuite de ça, s'il y a volonté de transférer, en fait, les structures commerciales et les leviers décisionnels directement aux commerçants dans le cadre d'une société de développement commercial. Donc, on fait beaucoup de promotion commerciale, autant des bottins de gens d'affaires qu'on distribue porte-à-porte que des sites Internet pour inciter les consommateurs quand ils se lèvent le matin et qui cherchent où aller prendre un café, mais qu'on ait le réflexe de se dire on a l'offre sur notre artère commerciale. On pense que c'est important tout de suite qu'on ait ce réflexe-là et souvent, si on ne connaît pas l'offre de notre artère commerciale, ben on n'ira pas sur l'artère commerciale. Donc, on a un job aussi de promotion. Il y a beaucoup d'animation qui s'est faite et c'est à peu près 178 commerces là, qui sont soutenus. 18 commerces qui sont soutenus. Donc, rapidement, les constats et recommandations. Donc, nous, on commence tout de suite en se disant, ben, nous, si on travaille sur les artères commerciales, si nos artères sont dynamiques, souvent, ça va être le reflet d'un quartier qui est dynamique. Donc, on a vraiment une osmose entre une composition des résidents à proximité des artères. Pour nous, c'est des artères de proximité. Ça, bon, la nomenclature est pas tant
précises, mais on a des artères de proximité, on a des artères commerciales. On entend beaucoup parler de Saint-Denis, Mont-Royal, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Pour nous, c'est des artères qui vont ratisser beaucoup plus large que uniquement des gens qui restent à 500 mètres de l'artère et qui vont se déplacer véritablement dans une dynamique de proximité. On a des nouvelles artères à Montréal-Nord qui ont réussi pas à Montréal-Nord, mais à Montréal, par exemple, quand on parle de l'essor de Fleury-Ouest avec une offre de restauration qui a réussi à capter, puis c'est la même chose sur la promenade Fleury aussi, par la suite, ça s'est étendu sur la promenade Fleury, où on a de la restauration, des bars qui ont réussi à capter finalement des gens qui, avant, se déplaçaient peut-être plus vers des arrondissements plus centraux, qui maintenant retrouvent une offre de restauration, une offre de divertissement, une offre de bar à proximité. Et il y a peut-être aussi un lien entre une vacance qui est peut-être plus grande sur certaines artères versus d'autres artères qui sont dans nos quartiers qui ont réussi à capter ces gens-là qui se déplaçaient peut-être. On peut penser à Masson, on peut parler aussi de toute la revitalisation de Beaubien là, entre Saint-Denis et Saint-Laurent, où on a de plus en plus d'offres de restauration aussi, d'offres de bars, d'épiceries fines et tout ça, donc qui captent une partie des gens qui pouvaient peut-être avant aller plus vers les quartiers centraux. Donc, il y a une osmose clairement pour nous entre les résidents à proximité et l'artère. Si on a un quartier dynamique, on risque d'avoir une artère commerciale dynamique à Montréal. Mais si on a un quartier qui est, disons, plus défavorisé au niveau économique, bien, ça va aussi se répercuter énormément sur l'artère commerciale et sur l'offre qu'on va avoir parce qu'on a un revenu disponible qui est moins élevé. Et à ce moment-là, bien, au niveau de la restauration, du divertissement, au niveau de l'achat local, hein, de petits, par exemple, on peut penser à des designers qui produisent ici, qui font des pièces de vêtements uniques et tout ça, il faut avoir quand même un revenu disponible adéquat pour pouvoir s'acquérir ce genre de vêtements-là. Sinon, on va aller plus dans quelque chose qui est fait à grande échelle, qui va être détaillé à moindre coût. Donc, pour nous, il y a un contexte économique. Quand on veut penser à locaux vacants, quand on veut penser à dynamisme commercial, oui, il faut penser à un contexte économique, social et démographique plus large, donc d'un quartier, mais il faut aussi penser à des évolutions en regard des concentrations commerciales. Tantôt, c'est un peu ce que je vous disais quand on disait qu'on a des artères de proximité qui se sont développées et qui sont venues un peu capter des consommateurs qui pouvaient se déplacer ailleurs. Donc, on a une très grande évolution des concentrations commerciales depuis ça, c'est pas nouveau, là, ça fait des années, mais on le voit que ça s'accélère, que c'est toujours en train toujours être en train de se recomposer finalement. Les artères qu'on a maintenant, c'est pas les artères qu'on avait il y a 15 ans. L'offre est complètement différente. Et les comportements d'achat aussi, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont soulevé, mais on peut juste penser rapidement au commerce en ligne, commerce électronique. Donc, on a des consommateurs qui ne consomment plus de la même façon. Donc, si on veut analyser tout le contexte et analyser, quand on veut se dire, ben c'est quoi la problématique des locaux vacants, on pense qu'il faut vraiment y aller avec une analyse beaucoup plus large. On a des éléments qui sont là, qui sont déjà, auxquels on peut déjà aller chercher, mais si on veut se positionner, pour nous, il y a besoin d'avoir vraiment, de se mettre une perspective très large. On est aussi d'accord avec le registre des locaux vacants. On irait encore plus largement pour avoir vraiment un registre des locaux commerciaux sur les artères commerciales, mais là, on les définirait. Hein. Où est notre noyau commercial? On ne veut pas utiliser, par exemple, comme dit, l'ensemble de la rue Jean-Talon, mais on a des concentrations commerciales. Mais on pense que si on veut se positionner dans une optique de réflexion sur le devenir des artères commerciales, on doit aussi savoir d'où on vient. Puis actuellement, très peu d'informations sur les compositions commerciales qu'il y avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. On voit que ça a évolué. Rue principale est venue nous dire justement que les barèmes qu'il avait fait il y a quelques années, ils ne les appliquent plus ou ils s'appliquent plus autant qui pouvaient être pertinents avant parce qu'on a une évolution. Donc, on doit vraiment être capable de savoir exactement comment ça évolue. Donc, on irait plus loin, plus large que juste des locaux vacants, mais vraiment regarder quels sont les locaux commerciaux. Aussi, ben, on peut travailler sur l'offre. Je pense qu'on doit aussi travailler, nous, on trouve qu'il faut travailler aussi sur la demande. Donc, les gens qui vont aller sur ces artères-là, il faut être capable de comprendre qui reste autour de nos artères commerciales. Parce que des fois, on peut penser à la rue Masson, on peut penser à la rue Fleury-Ouest, là, tantôt on en parlait. Ce qui a précédé le redéveloppement commercial de ces deux artères-là, par exemple, c'est un changement dans la composition des résidents qui restaient autour. Moi, on y était, nous, à ce moment-là, j'avais un autre chapeau, mais on y était, on a fait la mobilisation de la concertation sur Fleury-Ouest.
juste avant que ça lève, que la composition change du tout au tout. Puis quand on regardait les données socio-économiques des résidents avoisinants, on voyait aussi qu'en dedans de 5 ans, ça avait complètement changé. On avait des gens qui étaient là historiquement, qui avaient acheté, ça a été construit dans les années 60 autour de Fleury-Ouest, 60-70. C'était des propriétaires qui avaient acheté fort probablement dans ces années-là et qui étaient rendus à vendre leur immeuble. Et ceux qui faisaient l'acquisition de ces immeubles-là, c'était souvent des familles qui venaient des quartiers centraux, ou des jeunes familles qui commençaient à avoir des enfants et qui venaient s'établir là pour pouvoir continuer de vivre à Montréal, continuer de consommer sur son artère commerciale, mais qui avaient besoin d'un peu plus d'espace pour avoir des enfants. Donc, du jour au lendemain, ou enfin vraiment dans un très très court laps de temps, on a vu l'artère qui s'est complètement transformée parce que le quartier s'était transformé. Un peu la même chose dans la rue Masson, dans les années 90, avait un taux de vacances d'à peu près 15%. Les commerces qui étaient là sont plus du tout les mêmes commerces qu'on retrouve aujourd'hui. On avait un quartier qui était fortement ouvrier. On a un quartier maintenant qui est un petit peu plus de professionnels et on le voit aussi sur l'artère commerciale. Donc, essayer de réfléchir aussi à comment on peut travailler sur cette demande-là pour essayer de vitaliser un peu aussi les gens qui restent autour. Pas juste se dire, une fois que le quartier va être gentrifié, l'artère va reprendre un peu de pic, mais de se dire, il y a déjà des gens qui habitent là, il y a déjà des commerçants qui y travaillent là. Comment on fait pour travailler avec ces gens-là qui sont en présence, pour leur faire peut-être de l'acquisition de compétences, pour essayer de aussi pas juste déplacer des populations, mais vraiment s'assurer que les populations qui sont en présence vont avoir les outils nécessaires pour pouvoir améliorer leur sort, augmenter leurs revenus disponibles, puis ensuite de ça, à contribuer aussi au dynamisme de leur secteur. Une des recommandations concerne, en fait, l'existence des SDC sur des territoires. Pour nous, c'est un facteur déterminant de la vitalité commerciale et sociale. On pense que ça serait intéressant que la Ville-Centre aussi contribue à la mobilisation en amont à la création d'SDC. Actuellement, c'est les arrondissements qui sont un peu maîtres d'œuvre dans la mesure des disponibilités financières qui vont financer des organisations ou des ressources humaines pour aller faire cette mobilisation, concertation-là. Je pense que ça serait intéressant d'avoir un levier financier aussi de la Ville-Centre qui pourrait venir contribuer avec la contribution de l'arrondissement pour venir travailler, faire tout le travail en amont nécessaire à la création d'une SDC. Et aussi, là où il n'y a pas d'SDC, tantôt je vous le disais d'entrée de jeu, je pense qu'on a un job à faire au niveau de la promotion des outils électroniques, autant pour les commerçants individuels que pour les artères, comme pour se mettre en valeur en tant qu'artère, en tant que lieu d'achat. Donc, essayer de capter les gens, pas tant pour le commerce en ligne. En tout cas, nous, ce qu'on voit à Montréal-Nord, c'est que le commerce en ligne n'est pas tant en concurrence avec les commerces qu'on a sur nos artères parce qu'on a de la restauration, on a des commerces, des bars, beaucoup de services et c'est très rare qu'on se fait venir une coupe de cheveux par Internet. Donc, encore une fois, nous, ça nous touche moins. Je dis pas que ça ne touche jamais, mais non, mais c'est moins présent. Mais sur la promotion, par exemple, l'existence du commerce en ligne, ça, on a besoin d'avoir des vitrines pour être capable de capter les commerçants du départ. Nous, on allait plus loin au niveau de la fixation ça, c'est... excusez-moi. Donc, je pense que je me suis oui, donc, effectivement, au niveau de l'aménagement, je pense qu'on a une job aussi à faire pour améliorer la propreté, les déplacements, aménager des lieux publics aussi sur les artères. Dernièrement, l'arrondissement Montréal-Nord a fait l'acquisition d'une ancienne station-service, un peu comme il y a eu lieu sur le plateau Mont-Royal, sur l'avenue Mont-Royal. Il va y avoir un redéveloppement de ce lieu-là pour en faire un point de convergence pour l'artère, pour le quartier aussi. Et l'aménagement est toujours fait en partenariat avec les citoyens, autant corporatifs que les résidents, les résidentes. Donc, on pense que ce sont des bonnes choses qu'on devrait essayer de répliquer sur les autres artères. C'est sûr qu'avoir un espèce de fonds normé permettant d'une certaine agilité et une certaine rapidité d'action aussi peut être un enjeu parce qu'à certains endroits, on en a parlé, on a certains endroits qui sont très, très prisés. Donc, si on a des délais trop longs, on peut, en tant qu'institution publique, on peut passer à côté. Donc, on a besoin pour nous d'une certaine agilité de ce côté-là. Donc, on allait plus loin, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Donc, ça, c'est là où je pensais qu'on était rendu. Donc, il y a une augmentation à certains endroits très rapide des baux commerciaux, des montants des baux commerciaux. Nous, on allait plus loin en se disant il faut trouver une façon, un style de régie des loyers commerciaux pour éviter les hausses abusives des loyers.
On le voit, nous, on est dans un contexte de revitalisation. On a des commerçants qui prennent des risques en venant s'établir sur des artères commerciales. Si du moment où la revitalisation va vraiment être enclenchée, puis qu'on va vraiment aller dans un processus de grand revitalisation, si ces gens-là, du jour au lendemain, se retrouvent à avoir une hausse de 200-300% des loyers, on trouve qu'on a quelque chose là qui est pas vraiment intéressant, surtout que c'est ceux-là qui ont pris le risque, c'est ceux-là qui ont lancé le signal de la revitalisation. On peut penser à la brûlerie Saint-Henri, là, dont on a entendu parler, mais on en a d'autres commerçants forts là, sur les artères, donc il faut essayer de voir comment on peut protéger ces gens-là aussi. Donc, au niveau de la réglementation, vous le faites très simple. Il faut arriver à trouver une façon de simplifier les procédures réglementaires. Nous, on travaille avec des commerçants propriétaires, c'est pas des chaînes, c'est des gens qui, c'est leur revenu, souvent ils sont à l'intérieur de leur commerce. Donc, s'ils doivent aller à l'arrondissement plusieurs fois pour avoir un permis, puis qu'on leur demande de faire venir quelqu'un pour faire une esquisse, etc. Donc, c'est très difficile pour eux autres de se libérer, d'être capable de faire face à l'ensemble des frais. Donc, on se retrouve aussi parfois à avoir un manque de dynamisme tout simplement là, sur les artères dû à de la réglementation qui est peut-être un peu lourde, parfois coûteuse et compliquée aussi. Simplifier le langage aussi, ça nous aiderait beaucoup. Là. Nous, on est habitués maintenant, on connaît notre langage, mais quand on arrive puis on est de l'extérieur, des fois, le langage est déjà quelque chose qui nous rebute énormément. Donc, essayer de trouver une façon, là, je pense que Rosemont avait déjà travaillé là-dessus, mais il y a d'autres arrondissements aussi qui travaillent, puis je pense qu'il faut continuer de le faire. Donc, c'était le fruit de ma présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole. Oui, je vois M. Sarrault qui a déjà la main levée. Allez-y, M. Sarrault. Moi, j'ai la question qui tue. Est-ce que le Décans de la rue de Pineuf est fermé? Le Décans de la rue Pineuf n'est pas fermé et je vous y invite. Parce que c'était la première diapositive. Fait. Ça m'inquiétait un peu. Non, blague à part, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre approche par rapport à tout l'environnement de proximité. Vous êtes à un endroit quand même assez contenu à l'intérieur du quartier que vous desservez, là, qui est Montréal-Nord et les environs. Et on n'a pas toute l'information, c'est vrai, hein, Monsieur le Président, par rapport à toutes les problématiques qui sont à la base de la prolifération des locaux vacants. Je serais tenté de dire par instinct, sur la base de tout ce que j'ai entendu, que ce n'est pas les commerces de proximité qui sont les plus affectés par ça. Vous avez raison, on ne peut pas se faire venir une coupe de cheveux par Internet. Là où je vois le bas blessé plus gravement, c'est dans les commerces de destination, comme dans des artères comme la rue Sainte-Catherine. Les mesures que vous apportez ici, la revitalisation du quartier avec une population avec un plus d'argent disponible et tout ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler de façon un peu plus mainmise, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous voulez faire, mais vous comprenez aussi la problématique à laquelle la commission doit s'adresser déborde un peu de ce phénomène-là aussi, qui sont des commerces de proximité, dans les artères de proximité, dans les endroits un peu plus ciblés de nos quartiers. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les commerces de destination sur les artères de destination, comme la rue Sainte-Catherine en est une, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui vivent sur la rue Sainte-Catherine, doivent être plus affectés par les coefficients de locaux vacants. Est-ce que c'est exact de penser ça? Ben moi, je peux vous dire que je ne sais pas exactement mais on n'a pas non plus, on a un taux de vacances à Montréal-Nord, malgré qu'on n'ait pas des commerces de destination. Il y a quand même de la vacance. Là où je voulais en venir en vous disant ça, c'est que je pense qu'on a des artères qui n'attirent pas le même genre de clientèle. Puis je pense que c'est ça que vous êtes en train de dire. On a de la destination, puis on a de la proximité. Des fois, on a les deux sur des artères. Des fois, on a des artères qui sont uniquement de proximité. Ce que moi, je voulais amener en vous disant, en argumentant, c'est de dire, ben on n'aura pas une solution unique pour l'ensemble. Il va falloir voir quelles sont les causes exactes de la désaffectation de Sainte-Catherine, par exemple. Est-ce que c'est les mêmes causes que ce qu'on est en train de vivre à Montréal-Nord ou est-ce que c'est les mêmes causes que la vacance sur la rue Masson? On pense que non. Moi non plus. Moi, je suis d'accord avec vous. C'était ça le bout. Ça m'a l'air d'être deux affaires différentes. Mais je salue effectivement beaucoup ce que vous faites. Ça me semble très, très, très bien orchestré. Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Je regarde à ma gauche, d'abord. À ma droite. Ça va. Moi, j'ai peut-être un... Non, M. Perry, non.
j'avais peut-être un point, juste pour, mais je pense que c'est effectivement faire la différence entre rue de destination puis après ça, il y a un paquet de nuances. Hein. Déjà, même nous sur le plateau entre Saint-Denis, puis c'est d'ailleurs probablement la première cause de la vacance, c'est parce que c'est une rue de destination, puis le commerce a beaucoup changé. Ça, et versus une rue qui est un peu les deux. Mont-Royal, par exemple, qui va bien ou qui va mal, dépendant, mais il y a beaucoup de destinations, il y a beaucoup de proximité. Fait que je pense que c'est complexe. C'est complexe. On le sait depuis le début de la commission, cette complexité-là, puis de voir comment on va répondre, on va suggérer. Ça va être un gros défi pour notre travail qui va suivre. J'avais peut-être une question. Oui, comment on fait pour faire cette corrélation entre la population locale versus commerciale? Parce que qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que les petites rues commerciales, en tout cas, je ne sais pas si c'est généralisé. Là, c'est vraiment, là, je suis dans l'ordre de perception. Peut-être que je renchéris l'idée d'un document de perception aussi qui était à la base de cette commission-là, mais les petites rues locales qui deviennent un peu trendy aussi, qui répondent normalement d'abord avec du commerce de proximité à leur population locale, ou des fois, s'il y a un petit pôle de travailleurs, du moins la population locale de jour ou de soir, là, mais qui répond vraiment à quelque chose de très, très précis. C'est pas nécessairement une rue au départ de destination. Le trendyisme devient un peu comme attire des commerces de destination qui vient, au lieu de s'installer sur Sainte-Catherine, Saint-Denis ou d'autres grands, s'en vont là, puis tuent un peu le commerce. Est-ce que, je voulais juste voir si c'était ça votre idée de dire le lien corrélation population locale versus commerce dans les petites rues artères, parce que j'aurais aimé ça qu'on puisse peaufiner davantage cette idée-là des petites rues commerciales qui ont poussé les autres intervenants, je ne sais pas qui a parlé, ils se sont renforcés, les petites rues commerciales, ils se sont poussés, mais je pense que c'était justement Christian Savard donc, on a emmené plus de commerces ou plus de différents commerces, mais comment on agit cette corrélation-là pour que le commerce sur une rue de proximité reste de proximité comme tel? Bien, ça, c'est une très, très bonne question. Mais nous, en fait, là-dessus, je ne sais pas si, Véronique, tu as des éléments de réponse. Parce que nous, ce qu'on a étudié, c'est juste de voir quelle est l'évolution de la population autour quand on parle d'artères de proximité. Ouais. Est-ce que dans les changements du profil socio-économique des gens, est-ce que ça a un impact? Puis, parce que souvent, on se dit, une artère dynamique va faire en sorte que ça va donner un quartier dynamique. Mais nous, on se pose à l'inverse. On se dit, non, le quartier doit être dynamique. Puis après ça, c'est parce que ce quartier-là est dynamique, parce que les gens qui sont là ont une volonté de consommer sur leur artère, qui ont une volonté, qui ont un revenu disponible assez adéquat aussi, qui a une certaine densité aussi. Là, il y a d'autres, mais c'est ça qui fait que finalement, on se retrouve avec un artère qui va être dynamique. C'est ça qui va donner le go finalement. Donc, si on veut étudier l'évolution des artères, il faut aussi être capable d'étudier l'évolution des résidents avoisinants, puis de voir un peu est-ce qu'il y a eu une modification. On l'a fait, en fait, c'est dans le mémoire, vous pourrez le voir. On a fait pour le plaisir, on a analysé le profil socio-économique des résidents avoisinants Fleury-Ouest versus de Charleroi chez nous. C'est sûr que déjà, quand on parle de contexte, on est dans deux contextes différents. De Charleroi est fini à peu près dans 2 centres d'achat. Donc, il est clair qu'ils ont dû se positionner par rapport à ça. Mais au niveau de la densité, on a la même densité de population dans les 2 secteurs. Par contre, au niveau des revenus, au niveau des professions, etc., on est complètement dans 2 ballgames différents. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des artères aussi qui n'ont absolument pas la même composition commerciale et qui, une est en très, très, très bonne santé financière, ou enfin les commerces sont en très bonne santé financière, et l'autre où on a un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est plus dans cette perspective-là. Mais en fait, peut-être pour répondre à votre interrogation, c'est sûr que si on vient limiter la hausse des loyers, on va aussi, à un moment donné, être capable de préserver du commerce plus local. Parce que souvent, c'est parce que c'est devenu local, puis que là, c'est devenu trendy ou c'est devenu à la mode, puis là, il y en a d'autres qui veulent venir s'établir là. Là, c'est souvent quand eux viennent de l'extérieur, souvent, c'est des plus gros, ils ont les poches plus creuses, sont capables de se payer les loyers qui sont là. Puis là, c'est eux qui vont faire en sorte que tout d'un coup, tous les prix des loyers vont augmenter. Donc, on va peut-être venir perdre un peu cette saveur locale-là à ce moment-là. Ah oui.
Saint-Viateur, Masson, même à la limite Fleury éventuellement, parce que c'est des rues qui fonctionnent bien. On le voit, c'est d'abord des rues pour répondre à certains territoires. Et là, tout d'un coup, il y a justement il y a une dangerosité. J'ai l'impression qu'il y a une dangerosité, il y a une pression sur le petit commerce local qui a moins les moyens parce que ça soit une boulangerie ou que ça soit une épicerie ou pour le commerce de proximité. Deuxième point, vous parliez de deuxième et dernier point, là, vous parliez de régie des loyers commerciaux. Ça avait été évoqué. Il y a eu, en parallèle, il y a deux propositions là, de régie de loyers vacants, qui a certains objectifs qui pourraient répondre, et d'autres régie des loyers commerciaux pour répondre, entre autres, à la question des augmentations abusives. Même, j'avais un collègue, là, je pense que c'était la première séance, disait oui, mais c'est quoi l'augmentation abusive quand il y a un bail de 5 ans ou de 10 ans, puis qu'il y a des augmentations très, très, très limitées, même des fois en dessous des augmentations de coûts pour le propriétaire. Et là, tout d'un coup, on est au renouvellement, puis là, il y a une augmentation. C'est M. Gignac, oui. Fait que là, je reprends. C'est comment on peut faire, parce qu'il y avait aussi, Mme Tessier tantôt parlait d'un autre type d'encadrement qui n'est pas du tout une régie des loyers commerciaux, mais plutôt un type de bail où on aurait un minimum d'informations qui deviendra obligatoire. J'avais entendu ça d'ailleurs de la part de Glenn Castanera, qui est bien connu des SDC et de la ville, parce qu'il était aussi au service de la ville. Les modèles qui existent en Angleterre, entre autres. Mais donc, comment on encadre ces choses-là? Comment vous voyez? Parce que c'est complexe. On n'est plus dans le loyer résidentiel où à chaque année, c'est très, très bien délimité, tout ça. Comment on peut arriver à un contrôle des loyers, des hausses de loyers en commercial? Ben, je vous avouerai que de ce bout-là, nous, on n'a pas fait la réflexion jusque-là. Je pense que l'objectif, c'est de dire, ben, il faut venir. On constate qu'il y a visiblement, parfois, ça crée vraiment une distorsion sur notre artère commerciale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour venir essayer de contrer ce bout-là? L'idée de la régie des loyers commerciaux, c'est une idée un peu qui est basée sur la régie du logement, mais on est conscient que c'est pas, on pourra pas faire exactement la même chose, mais c'est de dire, ben, continuons de réfléchir à une façon de venir contraindre ces hausses de loyers-là, parce qu'à certains endroits, ça devient un peu difficile. Mais ça peut être contraindre la hausse, ça pourrait être la fiducie d'utilité sociale qui nous permet de sortir des terrains. Ça peut être ça aussi qui nous permet de venir diminuer un peu la pression. Il faut juste réfléchir à une façon d'être capable de mieux encadrer ça, parce qu'actuellement, ça crée des effets pervers. Mais de la même façon que nous, on s'est positionné aussi sur la taxe, vous le verrez, la taxe sur les locaux vacants, mais pour nous, la taxe des locaux vacants dans un milieu défavorisé, par exemple, c'est pas une bonne chose. Parce qu'on est déjà aux prises avec de la vacance, on est déjà aux prises avec des commerces qui vivotent. Si on contraint des propriétaires à louer des locaux, ben on va juste se retrouver avec encore plus de commerces qui vivotent. Puis on se demande, des fois, on a ce qu'on appelle des fronts où on connaît pas trop l'activité qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'il y a quelqu'un qui est là. Ben, à ce moment-là, on est-tu en train aussi de regarder, d'augmenter ce genre de choses-là. Donc, on est plutôt on n'était pas si chaud que ça. De la même façon que tout ce qui était des prames commerce, là, où on vient aider les commerçants, ben, on a, en milieu défavorisé, si vous demandez aux commerçants d'avancer l'argent puis qu'on se rembourse des mois, voire des mois plus tard, ben, ça devient impossible aussi parce que ces gens-là n'ont pas les liquidités disponibles. Donc, mais on regarde aussi comment on peut venir adapter ce genre de mesures-là aussi dans le cadre de milieux où ils sont un petit peu plus défavorisés. Là, vous êtes en train de dire que le programme commerce favorise des rues des commerçants qui sont sur des rues qui sont plus avantagés déjà au départ. Ben, c'est-à-dire que pour le programme commerce, il faut quand même avoir les sous pour pouvoir faire les rénovations pour se faire rembourser par la suite. Donc, on a besoin, puis ça va peut-être pas avec mais c'est sûr que si on a des loyers conséquents qui nous permettent de payer notre hypothèque et qui nous donnent un certain revenu disponible, c'est plus simple pour nous d'avancer ces sous-là plutôt qu'un endroit où on a à peine assez on charge un loyer pas trop élevé parce qu'il y a beaucoup de vacances, puis parce qu'on n'est pas dans un lieu qui est en pleine revitalisation. OK. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez... non, dernier point, non, ça va?
Alors, merci beaucoup pour votre participation. Ah, vous aviez... Oui, je veux juste vous féliciter. Je trouve que vous êtes vraiment en possession du dossier, puis on sent votre dynamisme tous les deux, puis je pense que vos citoyens ou vos commerçants sont bien servis. Merci beaucoup. On va aller manger un hamburger extra plat. On a des très bons restaurants. Avez-vous du tofu? Oui. Alors, merci de votre présentation. Merci, avant de lever la séance. Bon, je tiens à remercier à nouveau là, toutes les personnes qui ont pris le temps de rédiger un mémoire ou de préparer une opinion et de venir aujourd'hui nous en faire part. Votre participation est grandement appréciée, y compris à la maison en web diffusion. Je vous informe que les mémoires qui ont été présentés cet après-midi seront disponibles dès demain matin sur la page dédiée à la consultation. Pour finir, la prochaine et dernière séance d'audition se tiendra le 21 janvier prochain à compter de 14 heures dans cette même salle. Cette séance sera également web diffusée et vous êtes toutes et tous les bienvenus pour y assister en personne. J'aimerais rappeler qu'il y a, à partir même de ce soir jusqu'au début février, je crois, les 19 arrondissements vont tenir des activités interactives avec les gens qui vont passer dans leur activité comme telle. Donc, toute la programmation, l'horaire, c'est en ligne, vous pouvez avoir accès et je vous invite à y participer dans vos arrondissements. Même chose pour le sondage qui est toujours en ligne, l'enquête, vous pouvez y répondre jusqu'à lundi prochain, le 20 janvier. Puis, si vous avez aussi une opinion à nous faire part, vous pouvez la faire jusqu'à lundi aussi. Donc, pas nécessaire que ce soit un grand mémoire de 32 pages. Vous pouvez simplement nous écrire 2-3 pages sur une opinion et nous la faire parvenir à l'adresse courriel de la commission. Madame Stéphanie Espec va se faire le plaisir de nous faire cheminer tout ça. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, je demanderais, encore une fois, un proposeur et un secondaire. Monsieur Gignac comme proposeur et Madame Magini comme secondaire. Merci beaucoup et bonne fin de journée.